Bonsoir à tous. Bonsoir Kabiusi Ames. Je ne sais pas si je prononce très bien le nom. Bonsoir Alkani. Bonsoir Yaoku Keo Toglo Azuma. Bonsoir Koyabulela Tanagda. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Kossi Asiato. Et je vous prie comme régulièrement, je vous prie de partager la vidéo pour que nous puissions commencer la discussion. Il faut toujours attendre qu'un certain nombre de personnes se connectent pour qu'on puisse démarrer. Voilà. Donc bonsoir Florentine. Et bonsoir la clave Podravé. Alors, nous allons démarrer, mais j'attends qu'on soit un nombre conséquent. Ce soir, je vais parler de la peur. J'essaierai d'être assez bref pour ne pas vous retenir trop longtemps. Donc voilà, je vous prie de partager la vidéo, d'inviter vos amis sur ce direct pour que nous puissions démarrer. Voilà, et puis évidemment, s'il y a des questions d'actualité, je prendrai deux ou trois questions auxquelles je vais répondre très rapidement et puis on passera à autre chose. Parce que la nuit s'annonce assez... Voilà, on est au week-end, donc je pense que beaucoup de gens ont des choses à faire. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Pour montrer que vous êtes sur le live, je vous prie de bien vouloir mettre les pouces bleus, les cœurs, tout ce que vous voulez. Et puis partager la vidéo. Et comme je le disais, ce soir, je veux parler sommairement de la peur. Ça va être un début d'enseignement ou de conversation que je vais entamer avec vous. Et je pense que dans les jours et les heures à venir, nous allons essayer d'approfondir ce sujet. Mais pour le moment, je vais faire une petite introduction de ce qu'est la peur, du rôle de la peur dans l'histoire et ce que la peur est comme outil entre les mains aussi bien du dictateur que du peuple, et puis voir les conséquences de la peur, ce que ça a engendré dans l'histoire et ce que la peur peut provoquer chez nous. Voilà, tout simplement. Donc, nous allons démarrer. Donc, la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est un sentiment, disons, d'inquiétude provoqué par un danger réel ou supposé. Voilà. Donc, la peur, c'est un sentiment d'inquiétude, un sentiment qui paralyse la volonté et qui fait adopter à l'être qui a peur, à l'être apeuré, plusieurs sortes de comportements. Alors, je répète, la peur, c'est un sentiment d'inquiétude exprimé en face d'un danger réel ou supposé. Donc, le danger, ici, il peut être un danger réel, c'est-à-dire que le cas concret, c'est lorsque quelqu'un est menacé par un couteau, par une arme, il a peur et il a une réaction donnée, soit une réaction de combat, soit une réaction de fuite, soit une réaction de soumission, soit une réaction de paralysie absolue. Donc, ça, c'est l'élément concret, c'est-à-dire le danger concret. Et puis le deuxième élément, c'est la peur face à un danger supposé. C'est-à-dire que le deuxième élément qui peut provoquer la peur, c'est un danger supposé. C'est-à-dire que le danger, il n'est pas immédiat, mais on l'envisage comme une hypothèse. Donc c'est quelque chose qu'on pressent
il y a un pressentiment et on fait une représentation d'une situation, de la situation de danger. Donc, il y a une représentation de la situation. Et c'est ici, on peut dire que le danger est plutôt mental ou d'ordre psychologique. Donc, c'est quelque chose, c'est une hypothèse qui est envisagée. Et ce danger, il n'est pas matérialisé, mais dans l'esprit de l'individu apeuré ou du groupe apeuré, ce danger-là est envisagé comme une hypothèse. Bon. Et ainsi défini, le danger est un instrument. Si nous rapportons la peur à son caractère d'outil, c'est que le danger, c'est que la peur, sert d'outil de contrôle et de soumission des populations. C'est-à-dire, si on ramène la peur dans le champ politique, c'est que la peur est un instrument qui permet à celui qui l'active et la manipule d'exercer une pression sur le groupe d'individus ou d'hommes ou la population en vue de le contrôler, de la contrôler et de la soumettre. Donc ici, la peur joue un rôle essentiel. De tout temps, la peur joue et a toujours joué un rôle essentiel dans la vie des groupes humains. Déjà, dès l'enfance, on a peur de dormir dans une chambre non éclairée, on a peur de ce qu'on appelle chez nous bibitor. Donc, on se représente ce bibitor et ce bibitor nous terrorise, nous fait peur, on n'arrive pas à dormir la nuit, on ne peut pas dormir seul dans la chambre, on court, on va se réfugier auprès des parents. Donc, c'est l'être malfaisant ou le malfaiteur que définit notre mémoire, déjà dès l'enfance. Et puis, si on rapporte ces situations à ce qui nous concerne, c'est-à-dire notre peuple, le peuple africain, ce peuple a subi plusieurs événements douloureux qui ont inoculé la peur à notre population, à notre peuple. Bon, j'ai toujours dit de manière régulière et décrit de manière régulière ce que le peuple noir a subi depuis la perte de l'Égypte antique, depuis les invasions des peuples de la mer, c'est-à-dire les Hittites et les Hyksos, après toute la période gréco-romaine que l'empire ou la civilisation égyptienne a subi. Après ça, il y a eu la domination arabo-musulmane. Après ça, il y a la colonisation du monde chrétien, l'esclavage qui a précédé cette colonisation. L'ensemble de ces événements historiques ont instillé la peur et ont déstabilisé très profondément notre mental. Bon, alors, dans ces différentes époques, il y a eu des résistants. Donc, il y a eu des gens qui ont pu s'affranchir de cette peur et qui ont résisté, qui ont essayé d'organiser des résistances collectives avec plus ou moins de succès. Mais toujours est-il que le phénomène de la peur existe de manière très répandue au sein de notre peuple. Parce que cette situation ou bien ces situations historiques dont je viens de parler ont été prolongées par la gouvernance coloniale qui régente le continent africain aujourd'hui. Et cette gouvernance coloniale est la continuité parfaite du gouvernorat colonial tel que l'homme blanc l'avait pratiqué lui-même directement sur le continent africain. Donc, pas différentes
méthode et action, la peur a été instaurée au sein de notre population. Donc, si je prends la période la plus récente, je ne vais pas aller trop loin pour ne pas trop perdre le fil de mon discours, c'est que la colonisation procédait par la terreur. Donc, il y a d'abord un gouverneur qui a installé d'abord la conquête, la période de la conquête, qui était une période de violence, non seulement psychologique, mais de violence militaire, violence physique, où d'abord tous ceux qui ont tenté de résister à la conquête coloniale ont été déportés. S'ils ne sont pas assassinés, ils sont déportés. Ce sont des guerres permanentes contre notre peuple. Donc notre peuple a résisté. Il y a eu des résistances. Mais ces résistances-là ont été brisées de manière militaire. Après, il y a eu un contrôle psychologique, c'est-à-dire que, disons que la conquête militaire s'acheminait ou bien se développait, se déployait avec la conquête psychologique faite sur deux plans. D'abord, le plan de l'évangélisation, puisque la conquête militaire a été précédée d'abord de la conquête morale, par la religion, par les missionnaires chrétiens, les missionnaires chrétiens qui ont été envoyés pour évangéliser d'abord la population africaine, la désarmer spirituellement, d'abord, et la désarmer mentalement, pour ensuite la conquérir physiquement et militairement. Bon, après, lorsque la conquête militaire s'acheminait ou suivait son cours, la conquête psychologique, spirituelle, morale, s'activait de son côté. Donc, c'est deux conquêtes qui ont évolué dans le temps pour pouvoir maîtriser totalement l'Africain. Et puis, non seulement on a déployé l'outil de la conquête spirituelle, donc la religion, les missionnaires chrétiens ont désarmé les Africains, ont instauré la peur, mais également il y a la conquête par l'éducation, donc la création des écoles, l'école comme outil de contrôle des populations et de leur désarmement moral et psychologique pour ensuite refaire le mental de l'homme noir pour le concevoir comme un outil au service de son maître. Donc il s'agit ici d'une déprogrammation, pour parler en termes informatiques, il s'agit d'une déprogrammation de l'homme africain pour ensuite sa reprogrammation. Donc on nous a déprogrammés pour nous reprogrammer dans un sens donné. Donc l'Africain a été complètement déprogrammé et ensuite programmé, mis ainsi à la disposition de ses dominateurs. Donc tout ceci constitue des violences qui ont été exercées sur notre population. Après toute cette période, il y a eu la période de l'administration coloniale qui consiste à détruire systématiquement la société africaine dans tout ce qu'elle avait comme institution, pour ensuite donner à l'Afrique, ensuite greffer, disons, une sorte de greffe institutionnelle pour doter l'Afrique maintenant des institutions qui ne sont pas sécrétées par la culture africaine en tant que telle. Donc, voilà, ça, ce sont des violences qui ont été exercées. Après, il y a eu cette période de lutte, parce que les peuples ont toujours ce qu'on appelle la mémoire génétique et ce qu'on appelle, il y a dans toute société des déviants sociaux qui ne vont pas répondre aux normes de la société. Donc, il y a des déviants sociaux qui vont
dans le bon sens du terme, hein, des déviants sociaux dans le bon sens du terme, qui vont prendre leurs responsabilités et qui vont mobiliser les populations africaines, qui vont d'abord résister à l'invasion coloniale et puis qui vont ensuite se battre pour conquérir l'indépendance, hein, pour les pays africains, dans la continuité de ce que l'histoire a toujours enseigné au peuple, à savoir qu'ils doivent se battre pour se libérer de leur domination. Bon, après, vous savez, tout le monde sait la suite de l'histoire, hein. Ceux qui se sont battus pour que l'Afrique redevienne africaine et que les Africains reprennent le contrôle de leur espace géographique pour pouvoir le réorienter vers la satisfaction des besoins endogènes, tous ces gens-là ont été éliminés. Donc, la peur est instaurée dans la société africaine de manière permanente pour des objectifs colonialistes et d'exploitation de la terre africaine. Bon, après cette période, il y a l'instauration, hein, des régimes dictatoriaux tyranniques qui continuent, hein, de faire vivre le projet colonial en Afrique. Donc, sur l'ensemble du parcours historique de notre peuple, nous n'avons rencontré que des périodes, disons, après les grandes périodes de la grande civilisation africaine, hein, les empires qui ont essayé d'être mis en place par quelques dignes fils d'Afrique, après la perte de l'Égypte antique et notre errance au sud du Sahara, ben, nous n'avons connu que des périodes difficiles où nous avons été réprimés de manière intensive, de sorte que la peur a pris racine dans les mémoires africaines. Et cette peur continue d'être manipulée, d'être mise en œuvre par les gens qui ont été placés au pouvoir après le gouvernorat colonial lui-même. Donc aujourd'hui, si nous revenons au cas togolais, le régime togolais a toujours manipulé le fouet, les gourdins et le fusil pour terroriser la population, de sorte à lui extorquer son consentement, de sorte à le paralyser dans sa volonté, disons, de reprendre le contrôle de la situation et de pouvoir s'acheminer vers la renaissance de notre peuple. Donc la peur est un outil qui est au service du dictateur en vue de paralyser les volontés, de neutraliser les initiatives et de faire en sorte que la volonté collective ne puisse pas s'exprimer, aussi bien la volonté individuelle que collective. Bon, mais ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une société, il y a ce qu'on appelle les déviants sociaux, dans le bon sens du terme. Eh bien, malgré la manipulation de cet outil de la peur, de la terreur, pour pouvoir créer la peur, la psychose, ben, de manière cyclique, hein, il y a des déviants sociaux qui ont pris leurs responsabilités et qui ont essayé d'orienter notre peuple vers son redressement et le dépassement de cette peur pour pouvoir organiser une véritable résistance face au pouvoir et ensuite construire le rapport de force pour pouvoir l'évincer. Mais, encore une fois, ce régime disposant des moyens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'armement, et ça, je vais aussi faire après, un autre jour, un direct sur l'influence de l'armement sur l'histoire, ce que les armes ont apporté dans l'histoire de l'humanité. Et les armes en tant qu'outil donnant toujours la victoire aux plus lâches parce que disposant justement des armes. Donc ça, c'est une parenthèse que je ferme tout de suite. Donc le pouvoir disposant des moyens de répression crée, donc brise d'abord ce courage que
un certain nombre de patriotes togolais ont essayé de manifester pour réinstaller la peur et ainsi continuer à contrôler la population. Donc, vous avez vu, à chaque étape où le peuple a voulu sortir de sa torpeur, parce que cette peur qui crée, les conséquences de cette peur, c'est la torpeur, c'est la fuite en avant, c'est la paralysie de la volonté, c'est l'asthénie, c'est-à-dire le fait d'être fatigué avant même de faire l'effort, donc c'est le refus de faire l'effort, et l'incapacité de pouvoir s'organiser et de planifier véritablement les choses. Donc, ce pouvoir a des outils pour remettre à chaque fois que besoin se fait sentir le peuple à sa place, c'est-à-dire dans la cage, en vue de pouvoir continuer son exploitation et sa domination. Bon, donc voilà un peu tout ce que je peux dire sur le côté négatif de la peur. Donc la peur, les conséquences de la peur sont la torpeur, l'incapacité de s'organiser, l'incapacité de mettre en œuvre une volonté conquérante, de structurer sa volonté et de pouvoir travailler avec les autres pour vaincre cette peur, cette terreur qui est ainsi créée. Donc, il y a une paralysie collective qui est instaurée. Même si, de part et d'autre, disons, de temps à autre, on a essayé de dépasser cette peur pour organiser des manifestations, des choses comme ça, la réalité est que ce pouvoir nous remet toujours dans la cage de la peur, où elle nous contrôle, où ce régime nous contrôle systématiquement, parce que ayant réussi à briser notre élan collectif et notre volonté commune de nous affranchir. Du coup, quand la peur s'installe, les actions visant à faire en sorte que l'homme prouve son caractère hardi et sa volonté d'aller de l'avant sont totalement brisées et la paralysie collective est installée. Donc on va trouver des justificatifs à l'inaction. Donc l'inaction va s'instaurer et on va se contenter de trouver des proverbes et des pensées pour justifier cet état de choses. Et l'une des pensées les plus populaires ou des sagesses les plus populaires au sein de notre peuple, c'est Agbebaranyo Uku. Donc une vie de misère vaut mieux que la mort. Donc la peur va ancrer dans la mémoire collective l'idée que vivre mal, vivre petitement, vivre misérablement vaut mieux que risquer de s'affranchir, vaut mieux que prendre le risque de briser ses fers et ainsi de risquer sa vie, donc la mort. Donc ici, la peur va restructurer la mentalité de nos peuples et va lui faire adopter des sagesses, ce qu'on appelle des proverbes, des adages qui vont justifier justement notre incapacité d'agir. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là dont je viens de parler qui font que notre peuple régulièrement essaye de s'affranchir de cette peur, mais remis dans la boîte, et puis finalement cette peur s'installe jusqu'à ce qu'à un moment donné, de nouveaux épisodes historiques, de nouveaux événements
nous rattrape et nous pousse à faire encore l'effort de s'affranchir avant d'être remis une fois encore dans la case de la peur. Donc ça, c'est le côté négatif de la peur. La peur comme instrument de contrôle et de soumission des populations. Et donc provoquant l'inaction et la paralysie collective. Mais en même temps, la peur peut donner au peuple des raisons de se battre. C'est-à-dire que la peur qui peut provoquer la fuite et la démission peut également servir de facteur de mobilisation de l'instinct combatif de l'homme. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que si nous avons peur, si le peuple a peur, le dictateur a peur aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous ne devons pas rester sur notre peur à nous, de sorte à nous paralyser nous-mêmes dans nos initiatives, mais la peur doit être vue comme un outil permettant à ceux qui la subissent de combattre, de mobiliser leur instinct combatif pour résister. Et en même temps, nous devons comprendre que si le dictateur manipule la peur pour nous paralyser, eh bien, c'est parce qu'il a peur lui-même. C'est parce que le dictateur lui-même, il a peur du peuple. Il a peur de la force suprême dans le pays qui est le peuple. Parce qu'il n'y a pas de corps constitué, institué, qui soit au-dessus, qui soit plus fort que le peuple, mais le peuple de manière organisée. Donc, il n'y a pas dans un pays un corps institué plus fort qu'un peuple organisé et structuré. C'est pour ça que le dictateur, quand il manipule la terreur pour paralyser le peuple, il exprime lui-même sa peur. Du coup, ici, ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que notre peur a pour équivalence la peur du dictateur. Sinon, la peur du dictateur est encore plus grande que notre peur à nous. Voyez? C'est pour ça que ici, nous devons considérer la peur comme un instrument qui permet au peuple de mobiliser leur instinct de combat, de résistance, leur instinct de survie, sinon leur instinct de vie, pour résister, pour ne pas perfectionner en quelque sorte les conséquences négatives de la peur et de les vivre de manière totale. Voyez? Donc ici, nous devons garder à l'esprit que si le dictateur nous fait peur, nous faisons autant peur au dictateur que lui qu'il ne nous fait peur. Voilà la réalité. Et comme moteur de l'histoire, la peur des lendemains sombres, la peur pour l'avenir de ses enfants, la peur des lendemains sombres ont toujours donné aux hommes l'initiative et la volonté d'aller de l'avant. Donc de vaincre les obstacles qui sont sur leur route, les obstacles qui provoquent, qui sont des dangers sur leur route. Les peuples les ont vaincus et ont pu aller au-delà de leurs conditions actuelles. Donc, pour que notre peuple puisse s'affranchir de la peur négative, de la peur paralysante, pour arriver à la peur agissante, de la peur comme
et comme moteur de l'histoire, comme un instrument qui permet au peuple d'aller au-delà des dangers immédiats ou supposés qui sont devant eux, ben, nous devons plutôt cultiver, disons, cet outil-là. Et nous devons envisager l'action du dictateur et de la dictature et de la tyrannie pour provoquer la peur chez nous comme la manifestation de sa propre peur. Parce que si le dictateur n'a pas peur de nous, il ne chercherait pas tous les moyens, tous les voies et moyens pour pouvoir activer la violence, pour créer la peur chez nous. C'est parce que le dictateur lui-même a peur qu'il instrumentalise et qu'il manipule la peur. Donc ici, nous devons voir la peur comme un élément central dans le progrès de l'humanité, c'est-à-dire la peur des lendemains sombres, la peur pour l'avenir de ses enfants, la peur de ne pas vivre une vie pleine et satisfaisante, la peur de rester petit, la peur de rester esclave, la peur de rester dominé, fait que les peuples ont toujours cherché à briser leur fer et vaincre les dangers qui sont placés sur leur chemin. Et donc, je veux dire ce soir que si le dictateur utilise les instruments de la répression, de la terreur pour nous faire peur, c'est parce que lui-même il a peur. Et c'est pour cela que le peuple ne doit pas rester dans cette peur négative, dans cette peur paralysante, dans cette peur qui fait que nous n'arrivons pas à nous exprimer, à nous organiser et à défier les instruments de répression du dictateur. Eh bien, nous devons dépasser cette peur-là pour arriver à une peur agissante, à une peur stimulante qui fait que un peuple arrive à vaincre les obstacles qui sont placés sur son chemin. Et si je dis ça, c'est que je sais, et nous tous nous savons, que notre peuple a peur. Et tout le monde le dit. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. La peur est une donnée fondamentale. Et pour sortir de cette peur, la peur est une donnée fondamentale dans une tyrannie. Et pour sortir de cette peur paralysante, les hommes, ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, les patriotes, ont un grand rôle à jouer. Tout d'abord, dans la décrédibilisation constante du pouvoir, dans le déshabillement constant du pouvoir, pour montrer ses travers, pour montrer ses fragilités. Il faut démystifier le pouvoir du dictateur pour montrer qu'il n'est rien et que la peur qu'il a créée est une peur hypothétique, est plus hypothétique que réelle, même si régulièrement cette peur disons, est fondée sur la manifestation de la violence que le dictateur active dans le pays. Donc, je dis que si le dictateur, encore une fois, manipule le fouet, le fusil et le gourdin, et un discours violent, intimidant, pour paralyser les volontés, c'est parce que lui-même, il a peur. Et c'est sur ça que nous devons jouer. Donc, premier rôle, le rôle des faiseurs d'opinion, c'est-à-dire ceux qui sont patriotiquement, fondamentalement, foncièrement attachés à la survie de notre peuple. Leur rôle est fondamental dans le déshabillement, dans un travail de déshabillement du pouvoir pour montrer ses travers, ses fragilités
pour montrer sa peur. Et dans la même veine, le rôle des hommes de presse, de la presse, est très important. C'est-à-dire que la presse comme outil de démaquillage du pouvoir et de son déshabillement, de son déshabillage, pour montrer que ce pouvoir est pourri de l'intérieur, que le dictateur n'est rien en fait, et que c'est un poltron, et qui a peur d'être homme, tout simplement, qui a peur d'être homme. Parce que l'homme, ce qui caractérise surtout l'homme africain, c'est d'abord la recherche de la vérité, de la justice. C'est sur ça qu'est fondée la gouvernance africaine authentique. Et c'est ça que nous voulons rétablir. La gouvernance authentique africaine, elle est fondée sur la vérité et la justice. La maths de l'Égypte antique. Et dans les royaumes africains, le roi, il est d'abord véridique et au service de la justice pour la paix et le progrès de son peuple. C'est pour ça que les dictateurs africains aujourd'hui ne sont pas la continuité de ce qu'on appelle la chefferie traditionnelle communément. Ces gens ne sont pas du tout l'incarnation de la tradition africaine. Donc, les hommes, les faiseurs d'opinion, les patriotes ont un grand rôle à jouer dans le déshabillage du système pour montrer que ce système est fondé sur la peur du peuple, la peur envers le peuple, et que c'est un système extrêmement fragile. Et je disais que dans ce sillage, les hommes de lettres, la presse, les artistes, musiciens, les hommes de culture, les hommes de l'art ont un grand rôle à jouer dans le démantèlement du système de terreur et dans la description exacte de ce qu'est la tyrannie, pour montrer que cette tyrannie, en fait, elle n'est rien et qu'en exerçant les instruments, en utilisant les instruments de la peur, cette tyrannie ne fait qu'exprimer sa propre peur et ses propres fragilités. Voilà le premier élément pour pouvoir détruire le caractère invincible, le caractère redoutable, le caractère machiavélique, le caractère intimidant de la tyrannie et de ses soutiens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut indiquer ici comme outil devant aider à déshabiller le système de terreur qui est instauré dans nos pays, c'est la presse. Ici, la presse a un grand rôle à jouer. C'est pour ça que nous devons, dans la planification stratégique qui doit être la nôtre, penser à la création, si ça n'existe pas, à la création des journaux qui doivent décrire le pouvoir dans sa réalité, ou soutenir un certain nombre de journaux de la place qui font un excellent travail et qui ne sont pas soutenus, qui sont dans des difficultés énormes. Et ces journalistes-là, nous avons besoin de les entourer, de leur reconnaître le mérite de ce qu'ils font, de leur fournir les moyens de leur travail, de les aider, de leur fournir, si besoin, les instruments d'impression et surtout les alimenter en information. Donc nous devons aider ces gens-là à pouvoir continuer leur travail d'information qui est en réalité un travail de déshabillage du système
et de son caractère redoutable. Ça, c'est le deuxième outil que nous pouvons utiliser. Le troisième outil, c'est l'utilisation que nous faisons de nos martyrs. Évidemment, si nous passons le temps à pleurer nos martyrs, eh bien, de tristesse, eh bien, nous n'encourageons pas la manifestation, disons, de l'instinct de vie dont j'ai parlé tout à l'heure et de la manifestation du courage auprès de notre peuple ou au sein de notre peuple. Donc, nous devons faire en sorte que ceux qui sont des martyrs, nous devons plutôt les élever au rang de patriotes immortels qui vont vivre à jamais et dont le nom sera gravé au panthéon de notre histoire. Et que lorsque la victoire sera acquise, ces gens auront leur nom attribué à des boulevards, à des aéroports, à des écoles, à des universités, à des théâtres, à des rues, à des carrefours. Ainsi, ces gens seront immortels au sein de notre peuple. Et quoi de plus beau, quel bel exploit que de rester immortel dans l'histoire de son peuple. Donc, nos martyrs doivent être plutôt, au lieu d'être pleurés, nous devons plutôt les élever au rang d'hommes immortels. Ces gens doivent vivre de manière éternelle dans notre mémoire. Et des monuments vont leur être dédiés quand la victoire sera acquise. Et ces gens doivent être montrés en exemple. Pas en termes de regret, mais en termes d'exemple. Pour montrer que ces gens, ils se sont sacrifiés. Ils ont démontré leur patriotisme jusqu'au bout. Ça, c'est le premier pan de l'utilisation que nous pouvons faire de nos martyrs. Ces gens, nous devons les porter au pinacle. Nous devons les célébrer. Nous devons les célébrer chaque fois qu'il est possible de les célébrer. Nous devons les célébrer. Nous devons imprimer leurs photos. Nous devons les afficher partout. Dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos cuisines, dans nos voitures, sur nos motos. Nous devons faire de ces martyrs des héros immortels. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la construction du caractère qui vainc la peur. Deuxième élément, c'est la capacité d'utiliser. Deuxième élément, dans la continuité de ce que je disais, dans la continuité de l'utilisation des martyrs, c'est ceux qui sont emprisonnés ou qui sont libérés de la prison. Ceux qui sont emprisonnés doivent connaître le même sort que les martyrs, ceux qui sont morts pour la libération de la patrie. Et ceux qui sont libérés de prison, nous devons les aider pour qu'ils écrivent, pour qu'ils parlent, pour démystifier la prison. Parce que la prison est un outil essentiel au service de la tyrannie. Bon, donc, utilisez cet outil-là pour faire en sorte que la prison soit démystifiée. Nous aide à comprendre le mécanisme, la vie en prison, pour que nous n'ayons pas peur de la prison. Donc, voilà quelques éléments sur lesquels je voulais insister ce soir. Et je reviendrai dans une prochaine séance de direct
pour aller de l'avant sur ce sujet de la peur, qui est un instrument essentiel dans le contrôle des populations. Et que nous devons mettre tout en œuvre pour nous affranchir de cette peur, pour pouvoir aller de l'avant. Et ce n'est que lorsque la peur est vaincue que la volonté, que la capacité réelle des peuples s'exprime. Et les peuples ne sont grands que s'ils arrivent à vaincre cette peur dans laquelle ils sont enfermés, et laquelle victoire contre la peur leur permet de mettre en évidence leur réelle capacité d'organisation et leur réelle capacité de bâtisseur. Voilà ce que j'aimerais aborder avec vous ce soir sur cette question de la peur. Bonne soirée et à tout bientôt.